Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat et à la une ce soir, nouvelle réforme en vue pour l'hôpital. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, veut instaurer un pacte de confiance et réaffirmer le principe d'un service public hospitalier. Ces annonces vont-elles apaiser un hôpital qui gronde? C'est le débat de ce 19h. Séminaire ce matin à l'Elysée pour relancer la lutte contre le chômage. Tout ne se fera pas d'en haut, a estimé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il compte sur l'aide des collectivités territoriales. Alors que François Hollande s'est rendu à Blois, un déplacement sur le thème de la formation professionnelle, un autre levier dans la bataille de l'emploi dont la réforme est attendue pour cet été. Elle fait un tabac en France. La cigarette électronique séduit de plus en plus de consommateurs. Mais est-elle vraiment sans danger? Nous poserons la question à notre invitée ce soir, la sénatrice Chantal Joanneau. Elle réclame une mission d'information parlementaire sur ce sujet. Bonsoir à tous. La mort d'Abou Zayed, un des chefs d'AQMI au Mali, semble se confirmer. L'armée française la qualifie de probable, mais la mort de Mokhtar Belmokhtar, autre dirigeant islamiste, reste toujours à confirmer. Alexandra Collineau. Si l'information est confirmée, c'est un tournant dans le conflit au Mali. Selon les autorités tchadiennes, Mokhtar Belmokhtar, l'homme à l'origine de la prise d'otage du site gazier d'In Amenas, a été tué hier. Dans le même temps, la mort du chef d'AQMI Abou Zaïd, revendiquée par le président tchadien vendredi, a été confirmée aujourd'hui par un membre du groupe djihadiste. La France reste cependant très prudente sur ces deux annonces. Après quelques jours de silence, le chef d'état-major s'est exprimé ce matin. Nous ne pouvons pas avoir de certitude pour l'instant. Ce serait une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas récupéré le corps. Nous sommes en train, je crois, de casser les reins d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ça, c'était bien l'objectif tel qu'il nous avait été donné par le président de la République. Les deux chefs terroristes auraient été tués dans les massifs de l'Adrar des Ifoga, au nord-est du Mali. Là où seraient détenus les otages français et où de violents combats opposent les troupes françaises et les islamistes. L'armée a diffusé hier ses propres images des combats, seules images dont nous disposons puisqu'aucun journaliste n'est autorisé dans la zone. Selon l'état-major, un quart des 1500 combattants islamistes sont retranchés dans les grottes et les cavernes de la région depuis les affrontements de ce week-end. Mobilisation générale pour l'emploi à l'occasion d'un séminaire ce matin à l'Elysée. Le gouvernement a rappelé qu'il avait tous les outils pour réussir, du contrat d'avenir au contrat de génération, tout en rappelant les limites de l'État. Joachim Rob. 13 ministres à l'Elysée autour de François Hollande. Il n'en fallait pas moins pour afficher la détermination du gouvernement dans la lutte contre le chômage. Nouveau séminaire sur l'emploi. Le Premier ministre appelle à la mobilisation générale. Le gouvernement autour du président de la République est totalement déterminé, mais nous avons besoin de l'appui de toutes les forces vives de la nation. Donc tout ne se fera pas d'en haut. Tout ne se fera pas d'en haut. Le Premier ministre exhorte donc entreprises et collectivités à relancer l'emploi en puisant dans la boîte à outils gouvernementale. Crédit d'impôt compétitivité, emploi d'avenir ou encore les contrats de génération. Ils accordent une aide financière aux entreprises qui embauchent un jeune en CDI tout en gardant un salarié senior. Les premiers contrats de génération ont été signés aujourd'hui à Blois en présence de François Hollande. Redonner de l'espoir face au chômage, un objectif ambitieux alors que les derniers chiffres publiés aujourd'hui confirment la mauvaise conjoncture actuelle. 21e mois consécutif de hausse du chômage, plus de 3 millions de demandeurs d'emploi, tout proche du record de 1997. Et après la théorie, la pratique, avec un déplacement cet après-midi de François Hollande sur le terrain, le président de la République s'est rendu à Blois où il a visité un centre de formation des apprentis. Un chômeur sur deux devra se voir proposer une formation dans les 2 mois, vient-il d'annoncer. Une votation pour interdire les parachutes dorés. Hier, les Suisses se sont prononcés en faveur d'une initiative limitant les rémunérations abusives des grands patrons. Une excellente expérience démocratique dont il faut s'inspirer, selon le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Rappelons qu'en France, les golden parachutes ou autres retraites chapeaux ne sont pas interdits, même si leur taxation a été alourdie par la loi en 2012. Il serait près de 500 000 fumeurs en France à être passés à la cigarette électronique, 4 fois moins cher qu'une cigarette traditionnelle et en vente libre. La e-cigarette n'est pourtant pas sans danger. Mélanie Bontemps. La cigarette électronique a le vent en poupe.
Adopté par plus de 500 000 vapoteurs, c'est le nouvel accessoire tendance des fumeurs. Clé de ce succès, des parfums, coco, pêche, goût tabac ou encore cannabis. Un avantage financier certain avec un coût 4 fois moins élevé qu'un paquet de cigarettes quotidien. Et surtout, l'espoir de pouvoir décrocher. Pourtant, la cigarette électronique est loin d'être le remède miracle au tabagisme et son innocuité reste encore à prouver. Principal motif d'inquiétude, le liquide contenu dans les vapoteuses fabriquées en Chine, sans réglementation ni contrôle, et une législation encore floue. Si certains pays comme le Brésil, Israël ou Singapour l'ont déjà interdite, l'Europe hésite encore. Et en l'absence d'études d'envergure sur ses effets, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé recommande la prudence. Alors, moindre mal ou danger pour la santé publique, le débat sur la cigarette électronique est lancé. Et pour parler de ce nouveau phénomène de société, la sénatrice centriste de Paris, ancienne ministre Chantal Jouanneau, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez demandé la création d'une mission d'information parlementaire sur la cigarette électronique. Qu'est-ce qui vous inquiète dans cette pratique? Il y a un phénomène de mode, 500 000 fumeurs. L'une des principales marques d'ailleurs a vu son chiffre d'affaires doubler l'année dernière. Or, c'est simplement qu'il faut, aujourd'hui, il nous faut avoir plus d'évaluation et de certitude sur le contenu des produits. Parce que vous savez, on met des petites recharges à l'intérieur qui contiennent des produits aromatiques et des produits, effectivement, pour faire de la fumée. Et on n'a pas de garantie, on n'a pas de recul, on n'a pas d'études, c'est pas considéré comme un médicament. Donc, c'est pas soumis à une autorisation de mise sur le marché. En même temps, on voit que d'autres pays ont interdit soit complètement l'utilisation de cette cigarette, soit les recharges qui contiennent de la nicotine. Alors justement, parce que le problème de ces cigarettes, ce sont les effets à long terme. Il y a des risques d'inhalation, notamment du glycol qui est contenu dans ces cigarettes. C'est ça qui vous inquiète plus particulièrement? Il faut qu'on sache ce qu'il y a dedans. C'est vraiment, je pense qu'on a le droit de fumer, on est libre de fumer, mais il faut savoir ce qu'il y a dedans, il faut savoir les risques que l'on prend. Est-ce qu'on va vers une interdiction totale? Est-ce qu'on va vers une réglementation? Est-ce qu'on interdit simplement les recharges avec de la nicotine? C'est l'ignorance, moi, qui me choque dans ce domaine. On contrôle tout, on évalue tout, et là, face à un phénomène de société, on voudrait nous maintenir dans l'ignorance. Donc c'est surtout ça, moi, aujourd'hui, qui m'inquiète. Et d'ailleurs, la NSM à peu près les mêmes Elle recommande la prudence sans aller jusqu'à l'interdiction, comme effectivement l'ont fait différents pays. Est-ce que néanmoins, il faut quand même, en l'absence de réglementation et d'informations précises, interdire l'accès aux cigarettes électroniques aux mineurs, par exemple? Il y a certains pays européens qui ont clairement, effectivement, interdit en attendant une évaluation et une réglementation européenne. Pour les mineurs, mais c'est évident pour les mineurs, c'est une incitation à fumer. C'est un premier pas quand même parce qu'on intériorise le geste. Donc c'est évident pour les mineurs, mais je pense que ça fait même pas débat. Même pas Donc débat. Ce soir, vous demandez vraiment l'interdiction des cigarettes électroniques pour les mineurs, du moins la vente pour les parce mineurs. Que pour quelqu'un qui s'arrête, qui veut arrêter de fumer, c'est pas la même démarche. Mais pour quelqu'un qui ne fume pas, alors plus encore un mineur, je pense que ça ne devrait même pas faire débat. Aujourd'hui, ces cigarettes sont en vente libre, il n'y a pas de réglementation. Ça, vous le déplorez? Vous aimeriez une mobilisation de l'Union européenne sur ce sujet? Oui, mais je pense que ça va se faire. C'est comme d'habitude, on a toujours tendance à tirer les sonnettes d'alarme trop tard. Là, prenons un peu les devants, voyons clair sur les sujets. Je ne remets pas en cause les cigarettes électroniques, je ne fume pas, donc c'est pas mon problème. Mais simplement, je dis que dans notre devoir de parlementaire, et nous, à la Commission des affaires sociales, on a l'obligation quand même d'évaluer, de faire la lumière sur ces produits qui vraiment sont sous un effet de mode important, très important. Ça fleurit partout en France et surtout à Paris. Alors, on a parlé effectivement de cet effet de mode, mais est-ce que pour des gros fumeurs, la cigarette électronique, ça ne peut pas contribuer à permettre un sevrage tabagique, à arrêter de fumer? Si c'est un produit, certains témoignages, des gens estiment que ça leur a permis de réduire leur consommation. De sevrage et que c'est reconnu comme tel, dans ces conditions, ça peut être vendu sous les mêmes conditions qu'en pharmacie. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas reconnu comme produit de sevrage. Donc, est-ce que certains professeurs peuvent le proposer comme produit de substitution, peut-être? Oui, mais ça n'est pas vendu en pharmacie puisque ça n'a pas la reconnaissance, le label produit de sevrage. Il n'y a pas d'AMM, comme je vous le disais, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché.
Donc, soit on valide cette hypothèse, soit effectivement on constate que ça n'est pas un produit de sevrage, parce que pour certaines, il y a quand même de la nicotine, on maintient le geste, donc on maintient l'habitude du geste, et dans ces conditions, on est hors sevrage. Mais autant le dire, c'est simplement ça, on réglemente tellement tout. Alors c'est plutôt un cri d'alarme, ou est-ce que vous avez bon espoir que la mission d'information parlementaire voit le jour? J'ai bon espoir qu'elle voie le jour, et j'ai bon espoir qu'en réalité, on puisse aussi élargir ce débat à tous les produits qui permettent d'arrêter de fumer, pour voir maintenant avec du recul quelle est leur efficacité, et à l'efficacité aussi de nos politiques de lutte contre le tabac. Chantal Jouanneau, on va parler municipal à Paris pour finir cette interview. Vous aviez dit que vous ne seriez pas candidate au municipal à Paris, sauf si l'UDI, votre parti, vous le demandez. On sait que Jean-Louis Borloo a renoncé à se présenter le jour où Nathalie Kosciusko-Morizet s'est lancée dans la bataille pour Paris. Où en êtes-vous de votre réflexion alors? Je ne suis pas candidate à Paris, ni comme chef de file, ni tête de liste, ni ailleurs d'ailleurs. Donc ma réflexion est complètement aboutie sur ce sujet. Je suis venue à l'UD pour me recentrer sur un débat qui me tient à cœur, l'écologie. Et par conséquent, je ne suis pas du tout candidate à Paris. Mais il y aura un chef de file. Il y aura un chef de file de l'UDI, rassurez-vous. Il y a plein de personnes de qualité, dont le sénateur Yves Pozzo-di-Borgo. Et il y aura une parole de l'UDI à Paris, ça sans aucun doute. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19h. Le diesel empoisonne une fois de plus le gouvernement, alors qu'après des années de controverses, on sait avec certitude depuis 2012 que les gaz d'échappement des moteurs diesel sont cancérigènes pour l'homme. Paris cherche toujours comment sortir du diesel. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, comme nous l'explique Camilla Campusano. La France, zone presque interdite au diesel. Un objectif commun, mais chacun avance sa méthode. Arnaud Montebourg, ferme partisan d'une prime à la conversion. Un genre de prime à la casse destiné à remplacer progressivement le parc automobile diesel le plus ancien et le plus polluant. Les anciennes primes à la casse type des années 90 et les plus récentes à partir de 2008 ont montré que la prime à la casse servait autant les constructeurs français que les constructeurs étrangers. Et puis on voit un effet de rajeunissement du parc automobile. On avait gagné quelques mois lors des mises en place de la prime automobile. Donc c'est bon pour tout le marché automobile. Autre piste, plus radicale, celle défendue par la ministre de l'Environnement. Elle s'appuie sur les effets nocifs des particules diesel. La ministre de l'écologie avance l'idée d'une taxe alignant le carburant diesel sur celui de l'essence. Jusqu'ici, il bénéficie d'une fiscalité avantageuse, une formule très critiquée, mais qui séduit en partie l'industrie pétrolière. On ne dit pas qu'il faut augmenter la fiscalité, on dit qu'il faut harmoniser. Donc ça pourrait se faire, par exemple, en augmentant un peu la fiscalité sur le diesel, mais en baissant aussi un peu la fiscalité sur l'essence. Pour nous, le vrai sujet, c'est de retrouver des prix à peu près voisins ou proches à la pompe. Une question d'économie et une affaire de santé publique où les ministres se marchent sur les pieds. Mais tous veulent que l'industrie automobile passe au vert. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, se lance dans la délicate réforme de l'hôpital. Objectif, instaurer un pacte de confiance et tourner la page de la loi Bachelot. Le détail de ces mesures avec Véronique Pagnon. Fini le temps où l'hôpital public devait être géré comme une entreprise, c'était en 2009. L'actuel ministre de la Santé veut en faire de l'histoire ancienne. Le conseiller maître de la Cour des comptes, Édouard Couty, a dû relever le défi de rassembler en 5 mois des solutions pour établir la confiance des patients en leur hôpital. 46 propositions, la ministre n'en retient que quelques-unes, mais en dégage 13 engagements, dont l'introduction du service public hospitalier dans la loi, la définition plus localement de services publics territoriaux de santé qui prendra en compte toutes les professions médicales, y compris libérales, la création d'un comité technique des usagers des hôpitaux et un nouveau mode de financement qui ne sera plus basé uniquement sur la tarification à l'acte, mais qui pourra suivre dans certains cas l'ensemble du parcours médical. Ce sont 1,9 milliard d'euros supplémentaires qui seront consacrés en 2013 aux établissements de santé par rapport à 2012.
Du côté du dialogue social avec le personnel des hôpitaux, les avancées sont encore au stade embryonnaire. Des concertations sont attendues, mais la ministre ne pense pas forcément à des embauches. Elle compte sur une meilleure organisation des structures de santé, notamment pour donner du souffle aux urgences. Que la place des urgences soit mieux reconnue dans les hôpitaux, que la médecine de proximité permette de ne pas envoyer tous les patients aux urgences d'emblée, qu'il y ait des lieux où accueillir les patients qui, au lieu de s'entasser dans les couloirs des hôpitaux et des services d'urgence, devraient pouvoir trouver un accueil plus digne. Quant à l'avenir de l'hôpital, pour Marisol Touraine, il passe forcément par la chirurgie ambulatoire. La réforme de l'hôpital, c'est le débat de ce 19h avec nos invités ce soir. Ghislaine Rawafi, vous êtes membre de la direction de la fédération CGT Santé et Action Sociale. Bonsoir. Et face à vous, Frédéric Valettou, président de la Fédération hospitalière de France, et vous êtes par ailleurs maire de Fontainebleau. Bonsoir. Alors vous avez tous les deux assisté à la remise du rapport Couty et aux annonces de Marisol Touraine. Je me tourne vers vous, Ghislaine Rawafi. Est-ce que ce que vous avez entendu est de nature à apaiser la situation plutôt critique en ce moment des hôpitaux? Non, je ne pense pas que ce soit de nature à apaiser la situation plutôt critique, parce que les grands oubliés quand même de ce rapport Couty et de ce pacte de confiance ont été les personnels. C'est-à-dire même si on a abordé certaines questions pour les médecins, mais on a très peu abordé les questions relatives aux infirmières, aux aides-soignantes, aux ouvriers, à tous les personnels qui œuvrent pour que l'hôpital fonctionne bien. Frédéric Valettou, c'est votre sentiment également? On n'a pas suffisamment abordé l'aspect personnel, l'aspect humain dans la présentation de ce rapport cet après-midi. C'est bien gardé d'aborder les sujets d'actualité qui sont épineux. Alors après, sur le contenu des annonces, sont de louables intentions, donc on ne peut être que d'accord, comme elle l'a dit dans son reportage, pour essayer de mieux organiser les choses, pour organiser un parcours de soins plus viable pour les malades, pour désengorger les urgences, etc. Donc sur les intentions, bien sûr, simplement, c'est vrai que depuis quelques mois, on a l'habitude d'avoir des mots d'amour pour l'hôpital ou d'entendre des mots d'amour pour l'hôpital, et puis on a des actes qui ne correspondent pas vraiment à la réalité des discours. Et je pense là à la réalité de la campagne budgétaire 2013 qui est violente. On va y venir sur cette question des moyens et du financement. Là nous fait penser que, on espère en tout cas que pour une fois, les actes suivront les discours et qu'on n'aura pas des actes contraires aux discours. Vous êtes quand même d'accord sur ce principe de restaurer un pacte de confiance, alors sans abroger la loi HPST de Roselyne Bachelot, loi qui avait été mal vécue par le milieu hospitalier. La ministre entend quand même tourner la page. Ça, c'est une bonne chose? C'est votre sentiment? Pour notre organisation syndicale, on demande l'abrogation de la loi HPST. Donc non, on aurait préféré qu'elle soit abrogée, parce que même si elle tourne la page, elle dit tourner la page, mais il reste à l'intérieur de cette loi encore trop de choses que notre organisation syndicale dénonce, et notamment sur la tarification à l'activité, quand elle annonce une refonte de la T2A, un assouplissement, ça restera quand même pour médecine, chirurgie, obstétrique, ce qu'on appelle les MCO. La tarification à l'acte restera. Ce sera pour les maladies chroniques que la T2A sera revue. Frédéric Valettou, cette loi HPST, elle avait fait du mal à l'hôpital? Non, elle n'avait pas fait du mal à l'hôpital, elle a permis certaines avancées. Après qu'il y ait des choses à corriger. Pour les téléspectateurs, si on résume, ça prévoyait quand même de gérer un peu l'hôpital comme une entreprise, sans caricaturer. Il y avait beaucoup de choses dans cette loi. La T2A, ça date de 2004, donc c'est pas la loi Bachelot. Il y avait beaucoup de choses dans la loi Bachelot. Il y avait une souplesse des outils qui permettent aussi aux établissements, par exemple, de nouer des coopérations sur les territoires, de manière à faire évoluer l'offre de soins en fonction des réalités locales. Donc il y avait beaucoup de choses dans la loi Bachelot, sans doute des choses qui étaient à corriger, mais c'est normal qu'un texte à l'épreuve des années, il faille le corriger. Aujourd'hui, pour reprendre ce qui a été dit, sur la T2A, enfin à part avec ma voisine, mais il y a relativement un consensus aujourd'hui pour dire que la T2A a été un plus dans la gestion hospitalière parce qu'elle a permis une vérité des coûts. Les hôpitaux, c'est pas des établissements qui vivent en dehors du temps, en dehors de tout circuit économique, avec des gens à l'intérieur qui ne se poseraient jamais la question du coût du service qu'ils rendent. Aujourd'hui, les services publics doivent se poser, et c'est normal, et tant mieux, doivent mieux cerner les coûts dépensés. Pourtant, la T2A a été particulièrement décriée, notamment par les syndicats. Justement, qu'il faille corriger la T2A, c'est un autre point de consensus. Donc la T2A a fait progresser la gestion hospitalière, oui. Et la T2A doit être corrigée parce qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements, et la ministre l'a très bien rappelé. La réponse est oui aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le financement des
maladies chroniques, le financement de l'investissement hospitalier, bref, un certain nombre de sujets ne peuvent pas être assis uniquement sur la tarification à l'activité. Donc est-ce que le diagnostic de la ministre est bon, mais c'est les remèdes pour remédier à la crise de l'hôpital qui ne sont pas satisfaisants? C'est ce que vous dites ce soir? Oui, c'est un petit peu ça, et puis notamment sur les propositions qui sont faites en termes de dialogue social, en termes d'organisation des soins, où les organisations syndicales et je dirais les partenaires de l'hôpital, les représentants des personnels ne sont pas assez associés aux prises de décision, puisqu'il y a des comités techniques d'établissement où on assiste, mais qui sont pour l'instant que de simples chambres d'enregistrement, où on ne peut pas faire avancer grand-chose sur les revendications des salariés et sur les revendications des organisations syndicales. Sur la gouvernance de l'hôpital, donc avec la création de ces nouveaux comités qui vont associer davantage les patients. Oui, là c'est un point d'accord, et c'est un point d'accord aussi avec ma voisine. C'est vrai qu'il faut améliorer le dialogue social dans les hôpitaux, on en est parfaitement conscient. On le demande, nous d'ailleurs, à la Fédération hospitalière de France. Il faut prendre en compte aussi maintenant le rôle des usagers, qui sont aussi plus structurés, qui sont aussi plus à même de comprendre et d'apporter des choses au fonctionnement de nos établissements. Donc effectivement, nos structures internes, de gestion interne, de gouvernance, comme vous dites, elles doivent évoluer pour intégrer ces réalités-là. Et puis c'est vrai que les hôpitaux, il y a aussi de la souffrance des personnels dans les hôpitaux, il y a la pression, j'allais dire, budgétaire, il y a aussi la pression de l'activité. La croissance des activités des hôpitaux, c'est plus 3-4% l'année dernière. Et donc il faut absorber ce travail-là. On sait effectivement que l'hôpital gronde, les urgences sont débordées, les services manquent de moyens, on réclame plus de moyens. Il y aura peut-être des protestations, des manifestations, des mouvements de grève au printemps. La situation est explosive à ce point aujourd'hui dans les hôpitaux français. Explosive, je ne dirais pas explosive. Elle est tendue. Elle est tendue notamment aux urgences et on en voit déjà certaines manifestations dans certains établissements. Elle est tendue dans d'autres services. Je ne suis pas devin, je ne sais pas si on est à la veille d'une grande manifestation des hospitaliers. Je ne le souhaite pas. Simplement, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que les hôpitaux, c'est le service public préféré ou le plus apprécié par les Français. Si aujourd'hui l'activité des hôpitaux croît, c'est bien que les Français ont confiance dans l'hôpital et ils se tournent vers l'hôpital lorsqu'ils rencontrent la maladie. Et à partir de là, il revient au gouvernement de dépasser les discours pour dire hospitaliers et hôpitaux je vous aime et hôpitaux je veux vous mettre au cœur du système de soins demain, de dépasser le discours pour vraiment avoir des actes qui montrent qu'effectivement l'hôpital est bien au cœur de l'offre de santé demain telle qu'il le conçoit. Et je reviens sur mes considérations budgétaires, mais les choix qui ont été faits pour 2013 nous laissent effectivement pantois parce qu'il y a un décalage énorme entre ces discours-là et la réalité que les gestionnaires hospitaliers vont devoir connaître. 45 milliards d'euros sur 6 ans d'investissement sont prévus. C'est quand même des gros moyens dans un contexte de rigueur budgétaire. Ghislaine, je vais peut-être faire réagir Madame Rawafi d'abord sur cette question budgétaire qui, on le sait, sous-tend la situation explosive de l'hôpital aujourd'hui. Oui, mais bon, c'est une annonce. On ne sait pas où c'est que dans le contexte budgétaire actuel de crise où on nous annonce des économies, il n'y a pas grand-chose qui a été dit sur les moyens à trouver, où c'est qu'on va trouver ces 45 milliards d'euros. Et d'autre part, rien n'a été dit non plus sur les hôpitaux. Sur les hôpitaux, il y a quand même 47% des hôpitaux aujourd'hui qui sont en déficit. Il y a des emprunts toxiques, il y a la banque publique, on n'y a pas fait allusion. Donc on ne sait pas trop un petit peu où on va. La feuille de route n'est pas très claire. Moi, je voulais revenir aussi sur les urgences, parce que dans les urgences, la ministre a dit que les urgences souffraient d'un manque d'organisation. Moi, je crois que ça fait des années qu'on en est au énième rapport sur les urgences, où à chaque fois, c'est le manque d'organisation. On se demande depuis 20 ans pourquoi on ne s'est pas réorganisé. Mais je crois qu'effectivement... Quelle solution prenez-vous si ce n'est pas seulement un manque d'organisation? C'est un manque de moyens, tout simplement. On a entendu dernièrement à Roubaix, à Grenoble, quand il n'y a que 18 médecins. Je ne sais pas, l'hôpital de Roubaix, c'est un passage toutes les 6 minutes, une arrivée aux urgences toutes les 6 minutes. Parce que j'entends, la ministre, elle a fait la relation entre l'hôpital et la médecine de ville. Mais le soir, il n'y a plus personne. À partir de 18h, la médecine de ville, elle n'est plus là. Et puis dans certains hôpitaux, il y a des maisons de santé. On oriente, il y a des infirmières d'orientation aux urgences. Quand ce n'est pas un cas grave, on oriente sur les maisons de santé. Pour autant, les urgences ne les emplissent pas. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de lit, il y a un problème... on va annoncer la loi sur la dépendance. Là, je dirais, les personnes âgées qui arrivent en maison de retraite, où on les envoie quand il y a un problème, c'est aux urgences. Donc en fait, c'est une vision globale qu'il aurait fallu avoir. Et dans ce pacte de confiance, il n'y a pas cette vision globale.
Ghislaine Raoufi a pointé du doigt la situation déficitaire des hôpitaux. Vous avez donné ce chiffre, 47% des hôpitaux français seraient en déficit. Alors comment on fait pour régler cette situation si on s'écarte d'une gestion un peu justement entrepreneuriale, hein, comme le voulait la loi Bachelot? Il faut voir que le déficit des hôpitaux, il a tendance à diminuer. Alors vous me direz, il n'est pas à zéro, donc il y a toujours un problème de déficit, effectivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde, souvent le déficit, il est porté par les très gros établissements. Ça veut dire qu'il y a quand même une myriade d'établissements qui sont, si je prends l'établissement qui est dans ma ville, à Fontainebleau, c'est un établissement de taille moyenne qui est à l'équilibre, voire excédentaire. Voire excédentaire. Alors après, il y a la troisième dimension, c'est effectivement le sort budgétaire qui est réservé aux hôpitaux, avec des charges qui augmentent de plus de 3,5% en 2013. Certes, l'ONDAM va augmenter de 2,7%, mais alors on voit l'ONDAM, bien je rappelle pour les téléspectateurs, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, donc pour maîtriser les dépenses d'assurance maladie. Tout à fait. Donc on voit que les charges augmentent plus vite, pour aller vite, les charges augmentent plus vite que les recettes. À partir de là, eh bien, c'est dans la gestion interne et dans les économies internes qu'on trouve de quoi fonctionner, parce que l'autre levier, celui des déficits, on ne souhaite pas dire, et il ne faut pas qu'il s'accroisse, et le troisième levier, ça serait l'emploi. Et nous, on a calculé à la Fédération hospitalière de France que le décalage entre ce qui est annoncé pour les hôpitaux en 2013 en financement et ce qui est prévu en augmentation des charges, c'est l'équivalent de 20 000 postes. Est-ce qu'il faudrait qu'on supprime 20 000 postes pour arriver à maintenir le déficit tout en servant le même volume d'actes que celui qu'on connaît? Évidemment, c'est impensable. C'est impensable, c'est pas souhaitable parce qu'on n'a pas, dire, les effectifs sont déjà tendus, on n'a pas 20 000 postes à supprimer comme ça, et puis surtout, ça serait contradictoire avec ce réflexe que les Français ont quand ils se tournent vers l'hôpital. Pour finir, depuis 2002, je crois, ça va être la 5e réforme qui se succède. Est-ce que l'hôpital français est malade justement de ces réformes successives qui n'ont peut-être pas le temps de produire les effets escomptés? On va voir ce que Mme Touraine met dans sa loi, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on a envie de dire stop, quoi, pause, pousse, c'est-à-dire arrêtons de changer les règles en permanence. Comment voulez-vous stabiliser des hôpitaux? Comment voulez-vous les faire évoluer dans le temps? Le temps qu'ils mettent en place des stratégies de coopération sur les territoires avec d'autres hôpitaux, qui fassent évoluer aussi, qui s'adaptent à l'évolution de la demande des malades, si en permanence on change les règles du jeu. Donc c'est vrai qu'il faut voir jusqu'où Mme Touraine dans sa future loi a l'intention d'aller. Idéalement, c'est vrai que la sage décision aura été de faire une pause législative, de corriger éventuellement les choses qui paraissent les plus dysfonctionnantes, mais de dire, voilà, pendant quelques années, on va essayer de travailler à périmètre législatif constant. Malheureusement, on sait que voilà, chaque gouvernement, chaque ministre veut mettre aussi son nom sur une réforme. Ça, c'est un autre mal français dont on pourra faire une émission. Le mot de la fin, Ghislaine Raoufi, les réformes se succèdent, mais les difficultés persistent, c'est un constat partagé? Oui, c'est un constat partagé. Je crois qu'on n'a jamais réellement mis les moyens pour avoir un hôpital qui réponde vraiment à tous les besoins de la population en France. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. M. Vallottou a dit tout à l'heure qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait une grande manifestation, une grande grève. Nous, on annonce, notre organisation syndicale annonce une grande manifestation nationale à Paris pour le 15 juin. D'accord, voilà. Très bien, c'est dit. On a posé la question à nos partenaires du nouvelobs.com. Pensez-vous qu'une réforme de l'hôpital amènera une meilleure qualité de soins? Eh bien, on découvre ensemble les résultats sur 108 votants. Ils ont répondu oui à 31%, non 45%, ne se prononce pas 24%. Enfin, sachez que les cardinaux ont commencé à se réunir en pré-conclave au sein du Vatican. Ils doivent définir le profil du futur pape qui devra succéder à Benoît XVI, qui a officiellement démissionné il y a 4 jours. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour déterminer de quelle sorte de pape nous avons besoin, a déclaré Monseigneur André XXIII, cardinal archevêque de Paris. Il faut dire que la date très attendue du conclave n'est pas encore connue. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée et à demain, même endroit, même heure. Elles sont chinoises. All the little girls, they had a little dream. Elles ont 20 ans. Elles font partie de cette génération d'enfants uniques de la classe moyenne. Et leur vie va changer. I have a feeling
I'm changing since I left China. La réalisatrice et photographe Elisa Aberer dresse le portrait subtil et intime d'une génération. I just want to see in the other side of the world what is it. My Lucky Bird, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.